Le 10h midi, Sud Radio Média, Patrick Roger, Gilles Gansman. Bah oui, on fait coucou au passage à Valérie Expert, qui revient demain, bien sûr. Christine Bouilloux, aussi, qui l'a remplacé avec talent, on la salue. Moi, je crois que j'ai testé tout le monde. Moi, vous avez testé tout le monde, même Jean-Marie Bandry, et vous me testez aujourd'hui. Je vous teste aujourd'hui. Eh ben écoutez, je suis ravi. Je suis prêt. Je suis prêt, évidemment, avec vous. Alors, on va parler dans un instant des droits du foot. Ah oui, on peut demander. On a Bruno Fraioli qui est là. Vous êtes rédacteur en chef de sportbusiness.club. Oui, et on sera aussi avec Michel Moulin, qui anime le But Football Club chaque jeudi soir sur Sud Radio, qui est un ancien président et qui, depuis un petit bout de temps, est en croisade contre ce qui se passe entre la Ligue et les opérateurs pour essayer de commercialiser le football, la Ligue 1 notamment. Si DAZN s'en va, ça veut dire qu'on pourra plus voir les matchs de foot, vous pensez ? Est-ce qu'on a peur de l'écran noir ? C'est ça la question ? Oui. Oh, je pense qu'il y aura quand même une solution. Il y a une solution. On n'est pas dans la même situation que Mediapro, il y a 2 ans. Là, c'est simplement DAZN qui tape du poing sur la table. Enfin, simplement. DAZN tape du poing sur la table pour dire, écoutez, moi je mets quand même quelques millions pour diffuser les matchs de Ligue 1. Vous nous aviez proposé, promis certaines choses et ce n'est pas là. Ce n'est pas là pour valoriser ce championnat de Ligue 1 et donc les audiences ne sont pas là et j'arrive pas à rentabiliser. Ouais, alors il y a beaucoup de choses derrière. On va voir tout ça derrière parce que il y a d'un côté de la piraterie entre guillemets, si je puis dire, sur les réseaux. Bien sûr, sur les réseaux. Puis ils avaient lancé un abonnement quand même très très cher. Les gens en ont ras-le-bol des abonnements parce qu'il y en a partout en fait. Des plateformes partout aussi. Des plateformes partout. Non, mais les abonnements du téléphone et voilà, etc. Donc tout ça évidemment, alors que pouvoir d'achat, il y a quand même un gros problème. Allez, le zapping avant ça. Le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est un moment fort que les supporters de foot ont vécu hier. Le but de Nabil Bentaleb, à peine rentré sur le terrain, il a libéré Lille face à Rennes. Alors il faut savoir que le 18 juin 2024, Nabil Bentaleb était victime d'un arrêt cardiaque et désormais il a un défibrillateur qui est relié à son cœur. Il joue avec un défibrillateur. Alors hier c'était son premier match depuis son accident et l'émotion du buteur était forte puisque quelques minutes après être rentré sur le terrain, il a mis un but. On l'écoute interviewer justement au micro de DAZN. C'est un moment assez particulier pour moi. Je passe du tout au rien, je passe de la tribune à regarder les copains sans savoir si je vais faire partie de cette aventure. Du jour au lendemain, je m'entraîne du jeudi et du vendredi. On m'annonce que j'ai potentiellement la capacité d'être dans le groupe. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer, on me dit de rentrer. Mais sur le corner, je savais un peu. Tu l'avais senti ? Ouais, je sentais que j'allais marquer. Qu'est-ce que tu te dis là à ce moment quand tu entres ? Je me dis qu'il faut que j'aide l'équipe. Là, ça fait 0-0. Le coach m'a fait rentrer un peu plus haut sur le terrain. Et là, par contre, je l'ai visualisé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est ton premier but avec Lille ? Ouais, c'est mon premier but avec Lille. J'ai joué toute la saison passée, je n'ai pas marqué. Voilà des moments forts durant le championnat. C'est des moments comme ça qu'il faut pour qu'on s'abonne. Et Nabil Bentaleb, je dis Bentaleb. Oui, Bentaleb, bien sûr, qui avait été victime d'une attaque cardiaque. Ce sont des histoires, des émotions aussi que recherchent les fans, les supporters. Il y a évidemment la performance sportive du club, mais derrière, effectivement, il y a toutes ces histoires, ces belles histoires. Oui, parce que lui, il faut rappeler, il faut préciser, on n'est pas dans une émission de sport, là, chez Gansman, mais quand même, c'est une histoire humaine, cette histoire, parce que lui, il a été victime de cette attaque, en fait, cardiaque, il a failli mourir, il a été sauvé grâce à un défibrillateur, on lui avait dit qu'il ne pourrait probablement plus jouer, en fait, au football, et quelques mois après, il est là, il rentre, quelques minutes, et il marque un but de façon... formidable. Formidable, c'est vrai. Enfin, pas formidable pour les supporters rennais, mais bon... C'est une autre émotion qui s'est emparée de notre Premier ministre, François Bayrou, comme sonné à l'écoute de l'association des victimes de Betaram. C'était samedi, les caméras du 20h de France 2 étaient sur place. Comment trouver les mots justes ? François Bayrou arrive ce matin à la mairie de Pau pour rencontrer les victimes. L'ambiance est lourde. À l'extérieur, certains réclament sa démission. En 1996, que savait celui qui était alors ministre de l'Éducation nationale de ce qui se passait à Notre-Dame de Betaram ? Les violences, les sévices sexuels commis pendant des années dans cet établissement catholique sur au moins une centaine d'élèves. Ce sont quelques-uns d'entre eux qui sont face à lui aujourd'hui. La rencontre va durer plus de 3 heures. À la sortie, l'émotion est très vive. Monsieur le Premier ministre,
Entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. Vous avez eu cette image, Patrick, du ministre tétanisé à côté de ce discours. Bah oui, puis lui-même, il avait été interpellé à l'Assemblée nationale puisqu'on lui posait la question, vous étiez au courant, vous n'avez pas arrêté en fait les choses. Lui dit sur sa bonne foi, écoutez, je savais évidemment qu'il se passait des choses, mais quand je suis ministre de l'Éducation, moi-même j'ai eu des enfants là-bas, je n'étais pas au courant précisément de tout ce qui se passait. On a eu un témoignage ce matin assez fort et très émouvant sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin à 7h10 d'un ancien élève qui voulait aller à Bétharram. Il le disait lui-même avant, parce que Bétharram c'était une véritable institution. Et bon, après, on est d'accord ou pas d'accord, mais dans le Sud-Ouest, comme beaucoup d'écoles catholiques, sauf que quand il y est allé et qu'il a vu les méthodes, on lui tapait dessus, etc. Enfin, c'était très dur, sans parler du harcèlement sexuel qu'il y a eu sur certains. Voilà. Alors maintenant, ce qu'ils ont du mal à entendre les victimes, c'est qu'on leur dise il y a prescription. Et quand on a été victime, se dire oui, il y a prescription, c'est très difficile à entendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno Fraioli, sur cette histoire. Je suis là-dessus maintenant. Là, on est un peu en dehors du sport. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas forcément d'avis à donner. Tiens, Bruno, vous avez des enfants ou pas ? Oui, tout à fait, oui. Ils ont quel âge, sans indiscrétion ? Ils ont l'âge d'avoir des enfants, donc je suis grand-père même. Et vous avez des enfants, Patrick ? Oui, mais ils ne sont pas jeunes, vos enfants. Non. Bon, parce que vous savez pourquoi ? Parce que depuis qu'il y a eu l'émotion, évidemment, sur cette affaire de Louise. Bien sûr. Bah oui. Il y a eu une conséquence, c'est l'envolée des ventes des marqueurs électroniques. Vous avez ces petits marqueurs qu'on met dans les sacs de ces enfants pour suivre en temps réel où ils sont. Alors si ça rassure les parents, évidemment, ça inquiète les jeunes qui n'ont pas envie d'être fliqués ou que leurs parents sachent où ils sont à tout moment. Reportage sur France 2. La journée, il garde un œil sur votre enfant. Un capteur discret autour du cou ou à l'intérieur d'une montre. Il permet de suivre à tout moment les déplacements sur une application de votre téléphone. De plus en plus de parents songent à s'équiper. Jérôme Debris n'a pas hésité à mettre un capteur comme celui-ci dans le sac de son fils de 14 ans et dans la voiture lorsque sa fille de 17 ans l'utilise. C'est vrai que c'est rassurant d'avoir quelque chose qui le géolocalise quelque part et savoir s'il est au bon endroit, au bon moment et à l'endroit surtout où on lui dit d'être. Il peut la suivre en direct comme ici, ce qui n'est pas sans agacer la jeune fille. Je comprends que mes parents puissent mettre une puce GPS dans ma voiture et me géolocaliser grâce au téléphone, mais je trouve ça un petit peu oppressant parce que je vais avoir 18 ans et j'aimerais bien être un petit peu plus libre. Moi, ça va. Je l'ai mis à mes clés, je perds mes clés et à ma valise. Non, mais c'est un vrai sujet, évidemment, aujourd'hui, pour les parents. Alors, il y a ces petites puces, ces petits appareils que je connais bien, que, à la base, en fait, on mettait aussi dans les bagages pour surveiller, les bagages. Surveiller les bagages, ou bien sûr, quand les bagages partent et qu'on prend l'avion. Il y a aussi la géolocalisation sur les téléphones portables qui fonctionne aussi. Il faut que le téléphone soit allumé. C'est une société de contrôle, en quelque sorte, quoi. Nous en sommes là. Bruno Fraioli. Il y a aussi tous les systèmes pour repérer les athlètes, les sportifs sur les stades, qui permettent de savoir combien de kilomètres ils ont couru pendant un match. Alors ça, c'est vrai, c'est le même système. C'est le même système. Ça, c'est incroyable, bien sûr. Ils ont ça dans les chaussettes, en fait. Ils ont ça, non, dans le dos. Dans le dos. Des capteurs. On verra, il y a une petite bosse sur le maillot. Oui, des capteurs pour savoir combien de kilomètres ils ont parcouru. C'est pas tout à fait la même chose. On s'éloigne de ça, mais c'est la technologie qui est à notre service, normalement. Qui peut avoir des dérives. Oui, absolument. S'il y a envahi notre univers partout, c'est le plus, vous savez, l'argument plus de dire, il y a de l'IA maintenant, c'est l'argument massu. L'IA est mise à toutes les sauces et aujourd'hui, certains l'utilisent pour pas grand-chose. Quotidien, c'est moqué des reportages qu'il y a eu durant le sommet sur des gens qui utilisent l'IA, mais pour presque rien. Marc est à fond sur l'IA. L'IA s'invite aussi dans certains téléphones, comme dans celui de Marc,
Il l'a depuis une semaine et il n'arrête pas de lui poser des questions. C'est quand déjà le concert où je vais avec Benjamin? Appelle Benjamin plutôt qu'un data center basé dans l'Iowa. J'utilise ChatGPT essentiellement pour savoir les couleurs qui vont ensemble. Alors cette personne utilise ChatGPT pour s'habiller en couleur. Et quand vient l'heure du dîner, en cas de panne d'inspiration, son téléphone lui souffle même des idées. Je me suis rendu compte que je cuisinais plus et aussi je découvrais plus de plats à faire. Donc on va faire un arrêt sur image sur le frigo. On voit des poivrons, des champignons, des pâtes, des légumes dans le bac, des œufs frais, des cornichons, du fromage blanc. Et voici ce qu'il fait grâce à l'intelligence artificielle. Une quiche. Merci Lia. Non mais Marc, avec tout ce qu'il a dans le frigo, il fait une quiche pourrie avec une pâte déjà prête. Et oui, il y a toutes les sauces. Vendredi, c'était la Saint-Valentin. On se moque là, mais bon, ça sert quand même aussi dans d'autres domaines. Et bien sûr, mais c'est quotidien, vous. Ouais, c'est quotidien. C'est de l'humour. Ouais. Vendredi, c'était pas que. Vendredi, c'était la Saint-Valentin. Vous avez offert des fleurs, vous êtes au restaurant avec votre Valentine. Mais il y avait également la 40e cérémonie des victoires de la musique. Vous savez que je finis toujours mon zapping avec de la musique, qui a vu triompher Santa, Zao de Sagazan, Gims et le jeune Pierre Garnier, qui est reparti avec 2 trophées. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher. Oui, ça marche la Starac, hein, depuis qu'il a fait la Starac. Quel succès incroyable. C'est le véritable tremplin en fait aujourd'hui. Absolument. Allez, nous poursuivons dans Paris 2024 qui a été récompensé également. Oui, aussi Paris 2024 en musique. C'est vrai. La musique des cérémonies. De la cérémonie. Hein, toutes les cérémonies, les 4. Ouais, les 4 cérémonies. L'accordéoniste a été récompensé, non? Toujours pas. Moi, je me bats en fait pour qu'il soit récompensé parce qu'il est assez. Non, mais c'est vrai parce qu'il est assez. Qui était sur le pont, il est formidable, quoi. Il interprète de la musique classique à l'accordéon. Il a remis au goût du jour l'accordéon qui était un peu dépassé, style Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'est vrai. Dans un instant, est-ce qu'il y aura un écran noir pour le football demain? On n'y comprend plus rien avec DAZN. Si vous ne connaissez pas DAZN, parce que tout le monde ne connaît pas DAZN, bien sûr, on va tout vous dire dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Patrick Roger, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, mon cher Gilles Ganzmann. Oui, les invités du jour, nous avons Bruno Fraioli, journaliste média et rédacteur en chef du site sportbusiness.club. Et on a au téléphone Michel Moulin, qu'on retrouve sur Sud Radio tous les jeudis dans Les Vraies Voix du Foot, à 20h. Les Vraies Voix du Foot, c'est aussi le mardi et le mercredi. Le But Football Club. Le But Football Club. Bonjour, monsieur Moulin. Bonjour monsieur Dan. Ouais, merci d'être avec nous. Alors, venons-en avec vous, Bruno Fraioli. Déjà, il y a un problème, il y a un litige aujourd'hui entre DAZN, qui est le diffuseur de la Ligue 1, et la Ligue de football. Quel est ce litige? Le litige, c'est tout simplement que DAZN, donc qui est une plateforme britannique de diffusion de programmes sportifs. DAZN, ça s'écrit D-A-Z-N. Ça se prononce DAZN, la zone. En anglais, ça a été créé en 2015 et ils ont depuis inondé la planète, acheté des droits un peu partout dans le monde. Et donc ils arrivent en France très récemment. Ils sont arrivés il y a à peine une grosse année. Ils sont arrivés, ils ont déjà acheté quelques droits, et là c'était vraiment le gros morceau, la Ligue 1. Et ils payent 400 millions d'euros par an pour acquérir une grosse partie des droits de la Ligue 1. Et finalement, ils se rendent compte que le produit qu'ils diffusent, qu'ils ont, ne correspond pas forcément aux promesses qu'ils ont eues pour différentes raisons. Donc ils viennent râler auprès de la LFP. C'était quoi les promesses qu'ils ont eues? Entre autres dans les vestiaires des clubs, et tous les clubs ont refusé. Alors il y a ça, mais est-ce que vraiment on va regarder, on va s'abonner à DAZN ou Amazon ou Canal+ pour avoir les interviews d'après-match? On va regarder le match avant tout. Je pense que les interviews, ils les ont d'après-match, d'ailleurs. Ils les ont, oui, d'ailleurs. Je pense que c'est surtout, ils râlaient sur pas la complicité, mais en tous les cas le travail que pouvaient faire les clubs pour mettre en avant leur offre. A priori, ils critiquent le fait que
certains clubs n'ont pas mis l'offre DAZN en avant sur les sites internet pour les abonnements, par exemple. Ah oui, d'accord. Bon, et donc c'est en cela qu'ils disent on arrête, on suspend le règlement, c'est ça? Alors ils ont mis, ils n'ont pas suspendu puisqu'ils ont mis de côté les 35 millions qui peuvent être sur un compte séquestre, dégelés, voilà, sur un fonds de séquestre. 35 millions qui étaient l'échéance qu'ils devaient payer au mois de février, je crois. Et ils demandent à la Ligue de bouger. Je pense qu'ils sont rentables à partir d'1,5 million, d'après ce que j'ai lu. Je suis pas un expert. 1,5 million d'abonnés. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont autour de 500 000, donc ils sont assez loin. Oui. Mais ça vient de commencer quand même en septembre aussi, quand même. Oui, mais alors, il faut dire aussi qu'ils avaient un abonnement qui était très élevé au début. Ils sont partis à combien? Une trentaine d'euros, c'est ça? C'était à 39 euros. 39 euros. Donc beaucoup de gens ne sont pas abonnés. Alors ils ont fait des opérations promotion. Il y avait des soldes tous les jours quasiment, quoi. Pour descendre aujourd'hui à 10 euros, quoi. Donc ce ne sera plus pour eux rentable. Une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros. Oui, bien sûr. C'est le problème. C'est le problème justement, et c'est le problème aussi de la France. Est-ce que la France est un pays de téléspectateurs qui peuvent mettre des dizaines d'euros par mois pour acheter une chaîne pour regarder les matchs de football? C'est sans doute le cas en Angleterre. C'est peut-être le cas également en Italie, en Allemagne, qui sont tous des pays qui dépassent le milliard d'euros de recettes en droit télé domestique. L'Espagne aussi, et la France, on est un petit peu au milieu, et c'est beaucoup plus difficile. Ouais, à part que DAZN n'arrive pas sur quelque chose sans être aperçu que le précédent, il y avait déjà eu un précédent avec les Espagnols, et que ça avait été avec Mediapro, et que ça avait été une catastrophe. Donc ils auraient dû aussi réfléchir, en voyant l'exemple de Mediapro, qui était arrivé avec des tarifs très élevés aussi, que ça n'avait pas fonctionné avec les Français. Donc ils auraient pu regarder. Je ne sais pas ce qu'en pense Michel Moulin. Oui, Michel, quel est votre regard, votre position sur cette histoire? Moi, mon regard, il est beaucoup plus footballistique, comme je dis. C'est que j'ai un retour là. Oui, c'est normal. Je m'entends. Bon, non, il est plus footballistique. C'est le niveau du football français qui est très faible. Et aujourd'hui, pourquoi les gens ne s'abonnent pas? C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de s'abonner. C'est que le spectacle n'est pas au rendez-vous, et de très loin. Et tout ça parce qu'on a des présidents aussi bien, vous les voyez, comme ils sont très amateurs sur ces droits télé, parce que Mediapro, ils ont été très très amateurs. Ils ont été attirés plus par le gain que par savoir que Mediapro n'avait pas les épaules pour me donner ce milliard. Mais aujourd'hui, le spectacle, moi j'ai encore regardé hier, vous savez que je suis un passionné, moi je me suis abonné parce que je suis très 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 passionné. Mais le spectacle n'est pas au rendez-vous. C'est des matchs insipides. Il y a des matchs, il y en a un ou deux, mais il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas au niveau des investissements que le football français aurait pu faire, parce que vous savez qu'il y a eu des droits commerciaux à 1,5 milliard. Il y a quand même certains droits télé. Mais on a des équipes qui n'ont pas, quand vous parlez des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, il y a du spectacle. Les gens, oui, attendez, Michel Moulin. Moi, je mets un petit... il n'y a pas de spectacle. Michel, un petit bémol. Pour les grosses équipes, effectivement, anglaises, italiennes et allemandes, il y a du spectacle, mais les autres ne sont pas forcément beaucoup mieux. Je regarde de temps en temps les matchs. Je suis un peu désolé de vous le dire. Marseille, ce week-end, il y avait du spectacle. C'était assez passionnant. Paris Saint-Germain, Brest a mis en difficulté les autres. Non, mais il ne faut pas mettre ça que sur le dos, en fait, du spectacle proposé. Alors, je vais vous dire, je vais revenir sur ce que vous dites. Donc, déjà, Marseille, il était sur beIN Sport. Il n'était pas sur... Enfin, il était... Donc, vous voyez, déjà, vous avez un faux problème. Il y a déjà le meilleur match qui est donné par beIN, donc on peut s'abonner sur DAZN. Mais quand vous voyez des clubs, et là je ne peux pas être d'accord avec vous, quand vous voyez des clubs, même anglais, dans les derniers bas-fonds, Ipswich ce week-end a fait un super match. Quand vous regardez Le Havre, quand vous regardez Angers, enfin Angers c'est pas mal en ce moment. Quand vous voyez Saint-Étienne, quand vous voyez Montpellier, quand vous regardez, c'est inimaginable le niveau. Inimaginable. Moi qui connais le système donner le ballon vers derrière, bon Brest pas mal.
Mais regardez, Nice est 3e de notre championnat. Ouais. Je vais vous donner un contre-exemple par rapport à ce que vous avez dit. Ouais. Nice est 3e de notre championnat, n'a pas gagné un match de Coupe d'Europe UEFA. Pas un, ils ont fini 35e. Et ils sont 3e. Et il y a Dante qui a 41 ans, qui c'est fabuleux, qui continue à jouer. Moi, je vous dis aujourd'hui, je suis un fin connaisseur de football, vous le savez. Le résultat, bon, et après sur les droits télé aujourd'hui, si vous voulez parler des droits télé, bah oui, c'est le problème. Là, il y a un amateurisme de nos dirigeants, mais le problème, c'est les mêmes protagonistes que la première fois. Ouais. Moi, je peux le dire parce que sur le Disport, sur Mediapro, le lendemain de l'offre d'1 milliard, j'ai écrit que ça pouvait pas être bon. J'avais mis peur sur le football français, mon interview. Je m'étais renseigné que Mediapro, les Chinois, n'avaient pas l'argent, était un dépôt de bilan. Je m'étais renseigné qu'ils n'avaient pas pris de garantie bancaire. Et en plus, c'est que Didier Quillot, le DG de l'Espoc, avait déjà pris ses 500 000 euros rapidement. Il n'a jamais remboursé. Et là, c'est les mêmes protagonistes aujourd'hui. C'est les mêmes dirigeants. C'est pas Quillot, mais c'est Labrune. Mais c'est pareil. Mais Labrune était dedans. Ils étaient dedans. Les Olas. Tous ces gens sont autour de ce football. Bon. Aujourd'hui, la solution, pour la solution, parce qu'il y en a une, il faut que tous ces gens démissionnent. C'est-à-dire les Caillot, les Nicolin, les Labrune, tous ces gens sont des gens... Bah oui, mais alors s'ils démissionnent, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Il faut prendre des... Il y en a qui sont professionnels. Il faut juste préciser qu'il a été réélu par les clubs. C'est les clubs eux-mêmes qui l'ont réélu. Oui, mais la plupart, c'est parce qu'ils sont mauvais qu'ils sont avec lui. C'est-à-dire, entre mauvais, ils s'entendent. Il y en a quelques-uns qui tiennent la route. Il y a des gens comme Pierre Ferracci. Il y a des gens comme Jean-Pierre River qui ont été chefs d'entreprise, qui savent parler. Il y a quand même, sans oublier, Carl Olive, qui est dans le conseil de la Ligue, qui travaille à Canal. La seule solution, c'est que ces gens aillent voir Canal+, des nouvelles personnes, pas les Labrune, tous ces gens-là qui ne savent pas, qui n'ont jamais eu d'entreprise, donc qui ne savent pas communiquer avec des chefs d'entreprise. Nicolas, il a une entreprise. Bon, attendez. Son père. Et c'est son frère qui tient l'autre. Nicolas, il ne tient plus que le foot. Alors, Bruno Fraioli... je vous dis... excusez-moi pour être court, mais la solution, parce qu'il faut toujours critiquer, mais donner des solutions, c'est des gens comme Jean-Pierre River, c'est des gens comme Pierre Ferracci, c'est des gens comme Carl Olive qui est dans le conseil, qu'ils aillent voir en s'excusant Canal+, en leur disant vraiment, on s'est vu trop beau, excusez-nous d'avoir été... Comment on peut faire pour revenir avec vous? C'est la seule solution. Mais je ne sais pas si Canal a envie de revenir dans le jeu, en fait, aujourd'hui. Bruno Fraioli. Canal peut revenir dans le jeu, d'après les échos que j'ai, avec des gens normaux en face d'eux. Pas des gens qui se prennent qui se prennent pour des cadors, quoi. Et qui sont loin d'être des cadors. Je suis effectivement ce que dit Michel Moulin. Je pense que Canal est pas encore hors jeu et que s'il y a une porte qui s'ouvre, les dirigeants de Canal iront discuter avec la Ligue de football professionnel. Pour reprendre le foot, quoi. Maintenant, Michel Moulin, avec toute son antériorité de football, de dirigeant de club de football à sa vision. Ma vision, elle est aussi marketing. Et il y a un problème de marque. Mais on se rejoint, je pense, avec ce que vient de dire Michel Moulin. Maintenant, je ne serais pas aussi rationnel de virer tout le monde. On est sur un univers où on a effectivement des chefs d'entreprise qui sont patrons de clubs, parce que je pense qu'il y a aussi un gros problème avec les clubs qui prennent des décisions rationnelles quand ils sont patrons d'entreprise. Et une fois qu'on est dans le football, il y a des décisions irrationnelles. On se demande pourquoi. Il y a quand même eu 1,5 milliard payé par CVC pour avoir le fonds d'investissement pour rentrer donc dans la société, la filiale commerciale de la Ligue de football, et qui demande 13% à vie de tous les droits télé. C'est-à-dire que là, sur les 500 millions, il y a 65 millions qui vont directement à CVC. Au fond, Et CVC, s'ils partent aussi quand même sur ce format-là, ils ont plus de 20 ans pour rentrer dans leurs frais. Donc, à mon avis, ils râlent aussi. Et d'après l'article de l'équipe ce matin, justement, il y aurait une réunion là en juillet où CVC a vraiment tapé sur les doigts à Vincent Labrune, le président de la LFP. Mais là, on est en cours de saison. Qu'est-ce qui peut se passer en cours de saison? DAZN va aller jusqu'au bout quand même. On va aller jusqu'au bout, évidemment. Ils vont payer ? Oui. Là, c'est un coup de colère, on va dire.
C'est un coup de colère, mais il y a des choses à faire, évidemment. Le foot français n'est pas attractif. Combien vaut le foot français? Oui, c'est ça la vraie question. Est-ce que la Ligue n'a pas surévalué Mais forcément. Évidemment. Forcément, Vincent Labrune, qui est un homme de communication que je connais quand même depuis très longtemps aussi, puisqu'il a travaillé à l'époque avec Jean-Luc Delarue. Vincent Labrune avait parlé encore de cette barre du milliard là qui affole tout le monde, mais le foot français ne vaut pas aujourd'hui. Et il avait fait rêver les présidents de clubs qui l'ont suivi. Hein, c'est ça, Michel Moulin, hein, bien sûr. Oui. Les présidents de clubs l'ont suivi et dépensaient des fois des sous qu'ils n'avaient pas. Ça vaut combien aujourd'hui le championnat? Pour une télévision, ça vaut combien le championnat français? Il doit valoir là ce que ça vaut aujourd'hui, entre 500 et 600 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Pas plus. Non, pas plus. Bah non. Ça se voit depuis. Non, mais je suis assez d'accord là par rapport 2005, à ça. C'est vrai que ça tourne autour entre 600, c'est monté à 700 et à l'époque de Mediapro, on a vu ce que ça a donné pour aujourd'hui redescendre à 500 millions. Ouais. Il y a des gens qui nous écoutent qui se disent mais les sommes colossales quand même dans le football quoi. Hein, c'est vrai parce que les salaires des joueurs, etc. tout ça. Michel Moulin. Pour voir ce spectacle, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on en fait justement? Et en plus DAZN hier soir, parce que j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'aime bien voir les buts de tous les buts après. Ils font une émission après le match. Bien entendu, qui est très amateur aussi, parce que même DAZN, peut-être pour économiser aussi, il y avait une présentatrice, journaliste, une nouvelle, elle a fait de ça, mais elle s'est trompée 10 fois sur les résultats, sur les choses à dire, sur les mots, enfin, je trouve ça, c'est dramatique, enfin, pour moi c'est dramatique. Bon, donc vous dites que l'une des solutions, c'est de nouveau de discuter paisiblement, tranquillement, avec Canal+. Et Gilles, vos informations sur Canal+. Il y a une donne qui a changé, c'est qu'aujourd'hui Canal+ est coté en bourse, donc ils n'ont plus l'utilisation de leurs finances comme ils pouvaient le faire avant, car ça agit sur le cours de bourse. Donc aujourd'hui, ils font très attention à leur investissement, à ce qu'ils font pour respecter ce cours de bourse qui est un peu en baisse par rapport à la valeur de départ. Donc, faut faire attention parce que Canal+ n'est pas forcément une solution aussi facile qu'avant. Et puis, l'un des autres problèmes par rapport à ça, c'est évidemment tous les sites pirates qui se sont développés. Ah oui, on n'a pas parlé de l'IPTV. Parce que l'IPTV... C'est une plaie totale. Et qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose dans un modèle payant alors que les gens sont désormais habitués à avoir les choses gratuites? Je pense d'abord que... non, ils payent sur l'IPTV, mais beaucoup moins cher. Ce problème de piratage, quand même, on doit le voir également dans les autres pays, mais apparemment, c'est pas aussi problématique. Alors, quelle est la solution? Peut-être aussi que on a eu 8 diffuseurs différents là sur les dernières années en France, donc on est un peu perdu. On a des matchs d'un côté, de l'autre, sur d'autres plateformes. Il faudrait quand même à un moment donner une simplicité. Ce que disait Michel, quoi. Le meilleur match c'était sur Bing, alors qu'on s'abonne pour DAZN. Donc si vous n'avez pas, on en revient à Canal+, qui est aujourd'hui la seule solution de plateforme. Mais la LFP veut pas être pieds et mains liés avec Canal+. Merci en tout cas à tous les deux et on va suivre ça. Merci Michel Moulin. On rappelle mardi, mercredi et jeudi soir 20h 21h les vraies voix du foot et Michel Moulin et toute sa bande où c'est vraiment du parlons vrai. Moi je vous conseille d'écouter Michel Moulin avec Lionel Rousseau et toute l'équipe, le But Football Club, et allez voir les informations du But Football Club. Merci Bruno Fraioli d'être venu. Dans un instant, Gilles Gansman. Merci beaucoup. On va parler des lauriers, de la cérémonie des lauriers de l'audiovisuel. Oui, c'est les récompenses de l'audiovisuel. Voilà, qui va être présentée, une grande soirée qui va être diffusée sur TV5 le 28 février et qui va être présentée par quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Judith Belair. Ah bah on en est fiers. Le 10h midi, Sud Radio Média, Patrick Roger, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Ce que vous entendez, c'est le générique de la cérémonie des lauriers de l'audiovisuel. C'est la 30e édition, Gilles Gansman, et ça aura lieu lundi prochain, dans une semaine, et présenté par qui? Présenté par Judith Belair avec Demet Korkmaz. Tout à fait. Et vous allez être un duo pour présenter cette cérémonie. On va être un duo de choc. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Vous avez le trac? Recevoir à tous les deux. Un petit peu le trac quand même, 900 personnes dans la salle. Exactement. Pas n'importe quoi. Il y aura 800 professionnels
professionnels de l'audiovisuel qui vont être là pour avoir des prix aussi bien dans le documentaire, dans la fiction, dans le divertissement. C'est une cérémonie qui existe depuis 30 ans. C'est sous le patronage de l'UNESCO et du ministère de la Culture. Et on peut dire, ça a un peu remplacé les 7 d'or. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y avait les 7 d'or pendant un petit bout de temps. Ça cartonnait d'ailleurs à la télévision quand c'était retransmis. Carton. Puis après, il y a eu, dès que TF1 est devenu privé, il y a eu des guerres entre le service public et TF1. Difficile de faire la promotion. Du coup, là, ce sera plus neutre et diffusé sur TV5 Monde. C'est une sélection aussi qui est vraiment sur la qualité, quoi. Le contenu, c'est très important. Vraiment, c'est des sujets aussi importants. Il y a des grandes causes, il y a des jeunes talents, il y a les séries jeunesse. Il n'y a pas que la fiction et l'interprétation, quoi. C'est vraiment une cérémonie plus globale. Oui, c'est ça. Voilà. Alors comment va se passer? Alors déjà, comment les choix ont été faits? Il y a un jury. Alors il y a un jury qui se réunit avec des gens émérites du métier. Il y a une douzaine de personnes qui se réunissent une fois, je pense, au moins tous les 2 mois pendant un an pour réfléchir, voir les contenus, faire le point ensemble et ensuite choisir en fait les nommer, quoi. Parce que voilà, il y a 3 nommés par sélection et puis évidemment un lauréat comme toute compétition, quoi. C'est une compétition. Et puis il y a, alors par exemple, vendredi aux Victoires de la musique, il y a eu un doc d'Arte sur un DJ qui a disparu malheureusement un peu trop jeune. DJ Mehdi. DJ Mehdi est par exemple sélectionné tout à fait, pour avoir un laurier. Ça ressemble à quoi un laurier c'est un très bel objet en cristal. Je ne sais pas comment vous le décrire. C'est un très très bel objet, voilà, qui ressemble à un peu comme un César, mais plus fin, avec en cristal, qui est fait, je crois, en partenariat avec Baccarat, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est quand même un très très bel objet qu'on a plaisir à poser aussi sur sa cheminée ou dans sa bibliothèque avec fierté. Alors ce genre de cérémonie, ça peut être répétitif, ça peut être un petit peu long. Qu'est-ce que vous allez amener pour que ça soit un peu différent? Alors déjà, c'est la première année qu'il n'y a que ces 2 femmes qui présentent, donc ça c'était important aussi, je crois, de marquer le coup sur la présence féminine. Nous reconnaissons l'animatrice de Destin de Femmes. Voilà, tout à fait, surtout. Et puis on est avec des maîtres qui a une manière d'animer qui est on est assez contrastés toutes les deux, donc très complémentaires en fait. Je pense qu'on va bien s'entendre, on s'entend déjà très bien d'ailleurs. Le but c'est aussi de s'amuser et puis de donner un peu de peps à l'événement, mais qui fonctionne déjà très bien lui-même. On a quand même des belles personnalités et célébrités qui viennent en plus. Donc, bien il y a sûr aussi les remettants. Oui. Alors parmi les remettants, il y aura qui en fait? Judith Belair. Il y a tellement de noms que vous êtes obligé de regarder la liste en fait. Alors le trophée c'est Dôme, c'est pas du tout Baccarat, excusez-moi pour l'erreur. Voilà. Alors comme remettant, on va avoir, on a des noms sympas. On a Anne Roumanoff qui vient par exemple remettre un prix. On a DJ Cut Killer. Bien sûr. Voilà. On a le patron de TF1, Thierry Tuillier. On a de l'information. Voilà. On a on a des belles personnalités qui viennent. Voilà. Et donc l'objectif des lauriers, c'est de montrer tout ce qui se fait dans l'audiovisuel. D'ailleurs, il y a aussi l'excellence, bien sûr. Non, mais que ce soit de la radio, mais également de la production en fait de séries. Il y a du documentaire, parce que on ne le souligne pas suffisamment assez. L'audiovisuel, ce ne sont pas que des émissions en fait de talk. Il y a beaucoup de documentaires, de magazines en fait, bien sûr. Tout à fait. Le but, c'est aussi de montrer la variété de contenus qu'on propose sur les différents médias et de représenter les différents savoir-faire aussi. Ça, c'est très important, bien entendu. Et c'est aussi la volonté de Patrick Bézier, qui est président. Oui, absolument. On le salue, Patrick Bézier. On dit bonjour, qui est le président du club de l'audiovisuel et qui, lui, donc a repris la direction de ce prix depuis une dizaine d'années et qui veut vraiment montrer ce que c'est cette globalité, cette richesse, cette pluralité qu'il y a sur les différents médias. Pluralité de la famille audiovisuelle française et francophone. Et francophone parce qu'on est avec TV5 Monde aussi, bien sûr. Oui, parce qu'on est avec TV5 Monde. C'est important de montrer vraiment tout. Qui diffusera la cérémonie qui sera réalisée par Jérôme Revon. Jérôme Revon, de la réalisation. Et d'ailleurs, il y a une production qui est assez forte, donc je le disais, dans les documentaires, dans les séries aussi, parce qu'il y a des séries françaises. On a mis un petit peu de temps quand même à s'y mettre, Gilles Gansman, et aujourd'hui, toutes les chaînes
produisent leurs propres séries. Il y a d'ailleurs eu des séries à succès. Je ne reviendrai pas sur Braco et d'autres, mais oui, ça c'est Canal ou HPI sur TF1. Oui. Et puis maintenant, on fait même des coproductions avec Netflix. La fiction et c'est ce qui cartonne en premier sur les audiences. Hein. Oui. Toutes les fictions de France 3 arrivent devant les divertissements de TF1, les meurtres. Ah oui. Ouais. Ce qui est d'ailleurs difficile, et vous en avez parlé l'autre jour avec Claire Basini de TF1, la directrice adjointe, c'est que aujourd'hui de TF1, hein, oui, c'est ça. C'est que aujourd'hui on produit beaucoup de séries qu'on ne regarde pas forcément d'ailleurs aussi en direct. Absolument. C'est sur les plateformes en fait beaucoup de aujourd'hui. binge watching aussi, ouais. Moi, vous appelez ça binge watching, c'est-à-dire que non, ce mais qu'on vous aime, pouvez c'est pas parler aussi... français, Gilbert. Pardonnez-moi. Non, ça veut dire qu'en fait, sur Netflix, non, vous mais allez dire. Vous avez les saisons complètes. Je sais ce que ça veut dire, mais je ne veux pas entendre parler de ces mots. Comment est-ce qu'on dirait en français, Gilles Gansman? Mais attendez, c'est une soirée de l'audiovisuel et francophone, et vous vous faites du franglais. J'espère que vous n'allez pas utiliser ce terme. Je ne ferai pas ça sur scène, je vous promets, Patrick Roger. On regarde du côté du Québec, ils ont dû inventer une expression. Ouais, c'est ça. Le binge watching, c'est juste d'avoir une saison complète qui est déjà disponible et de pouvoir la regarder en intégralité. Alors il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que on a quand même 2 grandes carrières audiovisuelles qui seront récompensées par un laurier d'or cette année. On peut le dire ou pas? Je sais pas. Je pense qu'on peut tout garder au chaud, non? Ah, c'est bon. Bon, d'accord. GD, par exemple. D'accord. On réfléchit un peu. Bon, allez, on va le dire maintenant. Non. Gardons le suspense pour la série. JD. GD. Je sais pas. Non, ça vous dit rien? GD, une grande carrière médiatique. Non. Je pose la question à John, mon réalisateur, et puis vous de l'autre côté, GD. Voilà. Écoutez, on laisse le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Tout à fait. C'est comme un César d'honneur en fait qu'on va lui remettre, c'est pour toute sa carrière. Exactement. On a 2 Césars d'honneur pour remercier. Laurier, pardon. C'est moi qui vous ai dit César, mais c'est à cause de vous, Gilles Gansman. Ça ressemble en fait au César. C'est aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu la même idée. L'idée, c'est quand même, encore une fois, je le répète, de valoriser la qualité de nos savoir-faire qui sont quand même multiculturel et très riche en France. Donc, et c'est la première fois que vous rencontrez Gérald Darmanin. GD. Voilà, exactement. Vous avez tout deviné. GD, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. C'est pareil ce matin. Et puis moi, je voulais vous poser une question. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans maintenant. Vous êtes tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. C'est excellent. Qu'est-ce que vous retirez de toutes les rencontres que vous avez faites et des rencontres que vous avez créées chaque samedi entre 2 personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer? Alors, le dimanche à 19h, c'est 2 personnes et le samedi, c'est 1 personne avec Destin de femme, parce que l'idée, c'est aussi de valoriser les femmes. Alors, sur cet excellent, je retire que déjà, je suis très rassurée sur l'état de la culture en France et des gens qui s'impliquent dans leur volonté de faire, dans leur chemin, parce que, en fait, des gens qui sont dans l'excellence, parce que l'excellence, finalement, c'est d'avoir envie d'aller dans le détail et de faire bien les choses et de s'impliquer dans sa voie. Ça, en fait, grosso modo, il y a pléthore de gens qui le font et qui le font avec un grand plaisir. Et puis, alors, j'ai remarqué aussi que plus c'est contrasté, plus les 2 métiers sont différents, plus les gens prennent plaisir aussi à se rencontrer et à partager. Donc ça, c'est vraiment la réussite de cette émission et je pense que c'est pour ça qu'elle fonctionne aussi. Le but, c'est des petites doses de bonheur, de s'injecter aussi du plaisir de faire. Il n'y a pas que la culture, il y a tout le savoir-faire. Tout le savoir-faire autour de l'artisanat, etc. C'est ça qui est assez appréciable. Il y a tout le monde, quoi. L'idée, c'est tous les métiers, quoi, de créer le lien entre ces différents métiers qui ne sont pas amenés à se rencontrer. Et puis alors, sur Destin de femme, j'ai une invitée qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, qui me dit, quand je lui ai demandé ce que c'était son souhait, elle m'a dit, j'aimerais qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce type d'émission. Désolée de vous le dire. Et j'étais très contente qu'elle me dise ça, parce que c'est vraiment une émission d'utilité publique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de valoriser les femmes qui s'inscrivent dans des parcours, pareil, de volonté, de savoir-faire, etc., qui sont très incarnés. Et pour l'instant, c'est nécessaire, parce qu'effectivement, elles n'ont pas tellement la parole ailleurs. Et on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de faire ça, puisqu'elles auront la parole au même titre que les hommes un peu partout. Votre invité samedi, vos 2 invités de samedi? Mon invité de samedi, mon invité de samedi, c'est Fanny Boucher, qui est maître d'art, elle, pour le coup, qui est spécialiste de l'héliogravure et qui est la patronne des grands ateliers de France et qui a remis au goût du jour une technique ancestrale qui nous vient directement du 19e siècle. Et c'est un procédé assez incroyable et c'est une femme assez incroyable
incroyable aussi parce que grâce à elle, l'héliogravure est redevenu un sujet en France. Ouais. Voilà. Non, et ce qui est assez fabuleux dans Destin de femme, c'est qu'à chaque fois, ce sont des trajectoires, des histoires, des parcours hors du commun un petit peu, quoi. Et on a besoin effectivement d'entendre ces personnes qui sont capables d'émerger. Merci Judith Belair. Merci à tous, à toutes. Donc la cérémonie des lauriers, c'est 28 février sur TV5. Voilà, c'est le 28 février. Alors, la cérémonie, c'est le 28 février. La diffusion, je parle de la diffusion télé. Oui, parce que évidemment l'émission, l'enregistrement a lieu. Vous dites les choses, hein, c'est au Théâtre Marigny. Tout à fait. Donc lundi prochain, et ensuite diffusion TV5 Monde, et on vous en donnera quelques échos évidemment sur Sud Radio pour cette grande réunion de l'audiovisuel de la famille française et francophone avec beaucoup de partenaires comme AMP Visual et Patrick Bézier. Oui, qui est Gilles. Merci, c'est pas Gilles Gansman. Ah bah non, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Vous pouvez dire merci JB maintenant. Voilà. Dans un instant, mettez-vous d'accord. Oui, mais merci mon cher Gilles Gansman. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avant de retrouver André Berkoff avec beaucoup de sujets sur la table où vous pourrez d'ailleurs aussi réagir si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a l'histoire de la dépénalisation en fait du cannabis, de la drogue. Il y a l'histoire du voile dans le sport, la loi laïcité. Il y a la guerre en Ukraine et les leçons de Vance, le vice-président américain. On voit ça ensemble avec l'ensemble de nos chroniqueurs. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.